La communication, elle va porter sur les éléments, donc sur les concepts et l'élaboration de l'alimentation technique algérienne. Par rapport à cette problématique-là, c'est qu'il faut qu'on fasse un petit peu, dans, je dirais, une forme d'autocritique, dans le sens de faire évoluer les choses. Et on va regarder d'un œil un peu, je dirais, non indulgent, les choses. Aujourd'hui, nous sommes tous d'accord pour dire quand même et reconnaître qu'il y a de la non-qualité par rapport à ce que nous réalisons aujourd'hui, que ce soit en termes de finition, que ce soit en termes de qualité de nos bétons, des désordres multiples, etc. Il n'y a qu'à voir, nous avons des immeubles qui ont à peine 10 ans d'âge, c'est à croire qu'ils en ont 50, si ce n'est plus. D'accord? Et donc, à partir de ce moment-là, il y a une retombée qui est très grave aujourd'hui, c'est que cette non-qualité que nous observons, en fait, elle retombe un petit peu sur notre professionnel, parce que c'est notre métier qui en prend un coup. Donc là, je parle du métier, donc je parle des ingénieurs, des architectes, etc. Là, il y a quand même un sacré problème. Aujourd'hui, et vous le savez très bien, que pour être un peu dur, pour pouvoir ouvrir un salon de coiffure et me coiffer moi, il faut un diplôme. Et pour ouvrir une entreprise tout corps d'État, s'il vous plaît, eh ben on peut le faire, on n'a rien de temps. C'est un sacré problème dont il faut tenir compte. Alors, cette situation-là, elle devient encore plus complexe. Plus complexe, pourquoi? Par quoi? Elle est plus complexe par des difficultés que nous avons, par exemple, à introduire de nouvelles technologies, de nouveaux produits, etc. Ceci, à chaque fois, il n'y a qu'à voir, par exemple, pour les problèmes d'étanchéité, Mazalna, par exemple, a utilisé des multicouches avec du Pax, etc. L'expression, je le dis comme ça, c'est dépassé. Aujourd'hui, il y a des monocouches, il y a des PVC, on ne veut pas changer. Il y a de la résistance au changement. La même chose pour les enduits, la même chose pour pas mal d'autres corps d'État. Ça, c'est quand même important. Donc, à chaque fois, on essaie d'intégrer quelque chose. Et là, je parle aux camarades d'architectes et donc aux prescripteurs. Et je reviendrai à ces prescripteurs. D'accord? Ensuite, il y a, par rapport à la production nationale, il y a une insuffisance en termes je dirais, de choix, de diversité des produits. Et surtout, c'est qu'il y a un problème de confiance qui se pose par rapport à certains produits, même s'ils sont fabriqués localement. On y reviendra aussi tout à l'heure avec au moins un ou deux exemples concrets. Donc là, c'est toute la problématique de l'autocontrôle qui est posée, c'est toute la problématique de la labellisation, mais une labellisation sur la qualité qui se pose, et on aura à détailler tout ça. Autre chose, les produits importés. Est-ce que les produits importés sont tout à fait fiables? Pas forcément. Aujourd'hui, par rapport aux produits importés, nous savons très bien que les origines de ce qui est importé, ce sont des origines diverses, des normes diverses, des référentiels diverses. Lyon, c'est que assez souvent, ce sont de petites quantités qui sont importées, donc on dépend en fait du conteneur qui arrive. À chaque livraison ou à chaque arrivage, nous avons un produit ou un type de produit avec des caractéristiques données. Donc il n'y a pas de continuité dans la qualité qui peut nous permettre ou de concevoir ou alors de construire, disons, d'une manière où on établit des habitudes, des traditions de construction, etc. Autre chose qui n'est pas des moindres aussi, c'est que les produits ne sont pas toujours adaptés au contexte algérien par rapport aux produits importés. Donc on pense que c'est la fiche technique qui règle le problème. C'est tout à fait faux. J'ai eu à citer un exemple, c'est l'exemple des étanchéités. Si vous prenez une étanchéité, quelle qu'elle soit, fabriquée en Allemagne, c'est un exemple, avec des normes DIN, et nous connaissons tous la rigueur allemande, vous prenez cette membrane d'étanchéité et vous l'utilisez à CETIF ou à HLF ou là, je ne parle pas dessus. Est-ce que les conditions d'utilisation sont les mêmes? Est-ce que, par rapport au rayonnement solaire, par rapport au comportement aux UV, par rapport au gradient thermique, etc., est-ce que c'est le même comportement, les mêmes conditions d'usage? Non. Donc il y a des choses à vérifier. Un produit importé n'est pas forcément, par la force des choses, parce qu'il est américain, ou il est français, ou il est allemand, donc il est bon. C'est vrai qu'à la base il est bon, mais dans des conditions qui sont très précises. Et là, il faut être quand même assez vigilant.
L'autre problème aussi qui se pose, et là c'est à une échelle un peu plus importante, c'est le problème de reconnaissance mutuelle des résultats d'essai. Monsieur Daoudi, vous en connaissez quelque chose, c'est qu'entre laboratoires, il doit y avoir des réseaux de reconnaissance mutuelle donc, et des documents. Donc de reconnaissance mutuelle des résultats, des documents, c'est-à-dire qu'un PV des décès qui est établi quelque part, oui, quand on le prend, c'est avec toute la confiance qu'il faut et on peut y aller. Ce n'est pas encore le cas. C'est un problème, je dirais, de fond celui-là, mais qui nécessite quand même une prise en charge par les autorités publiques. Alors cette situation, en fait, pour faire court, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe que le fournisseur, lui, bien sûr, il y a la concurrence, etc. Il reconnaît de plus en plus le besoin d'être assisté pour démontrer que son produit est bon, parce qu'aujourd'hui, un bon produit que vous exposez à côté d'un autre produit qui n'a pas vraiment les mêmes caractéristiques, ou je dirais tout simplement qu'il n'est pas bon, les arguments de l'un et de l'autre, ce sont pratiquement les mêmes. Donc on revient juste, c'est la question de prix, ou là c'est un problème d'esthétique, etc., mais pas des problèmes de fond, je dirais, pour les architectes, pour les prescripteurs. L'acheteur aussi, c'est normal, il a besoin d'être rassuré, lui. Il veut des attestations, il veut des preuves, il veut des marques. Et ça, c'est important, je parle de marques de qualité. Donc, cette situation-là fait quoi? En fait, interpelle qui? Elle interpelle le prescripteur. Les prescripteurs, ce sont les architectes et les ingénieurs, pas quelqu'un d'autre. Un maître d'ouvrage a le prescripteur ou le bureau d'études ou l'architecte ou l'ingénieur comme conseil. Donc, ce prescripteur, pour peu qu'il prescrive d'une façon qui est discutable ou là, qui est incomplète et parfois même erronée, je dis bien erronée, fausse, alors en ce moment-là, il y a des problèmes sérieux qui se posent. Il y a un problème, et il faut l'admettre, il y a un problème réel de prescription technique en Algérie. Nous, on écrit CPA 327. Moukta existe CPA 325, mais il est mort de sa plus belle mort, ça fait déjà longtemps. On écrit toujours, les travaux et tout doivent être réalisés selon les règles de l'art. Mais s'il vous plaît, c'est quoi les règles de l'art? Il y a eu des questions, des contentieux, où l'entreprise a fini par avoir raison, parce qu'un bureau d'études, par paresse intellectuelle, a dit que les travaux doivent être réalisés selon les règles de l'art. Mais il faut un soubassement juridique. Où est le soubassement juridique des règles de l'art? Mais il n'existe pas nulle part dans la réglementation algérienne. Ça, c'est important. Et ce vocable-là, on l'utilise à tour de bras. Kul haja, les règles de l'art. Kul haja, les règles de l'art. Mais jusqu'à quand? Non. C'est des travaux d'étanchéité? Oui, il y a un règlement qui s'appelle le DTRE 4.1. Les travaux d'étanchéité doivent être réalisés selon le DTRE 4.1. On donne l'adresse exacte de la norme, l'adresse exacte de la référence exacte de la norme, la référence exacte du règlement technique. On ne fait pas dans... le hala déjà est assez, je dirais, confuse comme ça, et on rajoute de la confusion à la confusion. Ce n'est pas normal, il y a un problème, je le dis, il est national. Le cahier de charge est devenu, je ne parle pas du côté administratif et financier, là, même s'il y a un problème, il y a quand même un article qui dit que toute disposition contraire au code des marchés publics, c'est bien, il n'y a pas de souci pour le marché public du moins. Mais dans la partie prescription technique, là, il y a des problèmes sérieux et les contentieux naissent là-bas. Et pour régler les contentieux, c'est dans les prescriptions techniques qu'il faut agir et non pas ailleurs. Donc, si le bureau d'études, le prescripteur maîtrise son sujet, eh ben, quand il annonce quelque chose ou il veut faire quelque chose, s'il sait, il doit dire exactement ce qu'il faut. C'est la norme Flania, c'est le règlement Flania, mais pas balancer les règles de l'art, parce que les règles de l'art, c'est tout un problème. C'est une question qui est effectivement dans la réglementation française, une vieille réglementation française, mais qui n'a pas de soubassement juridique en Algérie. Et ceci est la complexité. Donc la situation est déjà complexe, on la rend plus complexe parce que la réglementation technique algérienne, c'est un véritable maquis. Donc je vais essayer de vous aider aujourd'hui à voir un peu plus clair, même si ça sera un peu plus long que le fera, à voir un peu plus clair pourquoi. Je disais, c'est un maquis. On parle d'homologation, on parle d'agrément, un produit homologué. C'est quoi ça? Un produit, il dit l'agrément. Mais quel agrément? L'agrément existe.
l'agrément n'existe pas. Les agrément, il dit, et avec les textes en plus, et on va voir ça. Donc les gens utilisent des vocables, des termes, comme ça, à tort et à travers, et ça se fait aux dépens de qui? Ça se fait aux dépens des maîtres d'ouvrage. Les maîtres d'ouvrage nous font confiance en tant que prescripteurs. Donc nous devons effectivement défendre leurs intérêts, et ça c'est extrêmement important. Donc parmi les outils que nous avons la normalisation, les normes. Bon, ce n'est pas la peine de rentrer, ce n'est pas pour vous lire, je ne vais pas trop lire, ça c'est un petit peu pour vous. Donc il y a la normalisation, et la normalisation, donc dans la normalisation, qui est là justement pour fournir tous les documents de référence, etc., c'est que l'outil principal, bien sûr, c'est la norme. Et la norme constitue quoi? Un référentiel. Ce que dans les prescriptions techniques que nous faisons, pour les bétons, pour les étanchéités, pour les revêtements de sol, pour les murs d'eau ou n'importe quoi pour les façades, il nous faut un référentiel. C'est bien ça. S'il n'y a pas de référentiel, il y a des soucis à se faire. On ne peut pas faire des choses sans référentiel. Donc la norme constitue un des référentiels et son objectif, c'est bien sûr, parce qu'il y a des normes de spécification, il y a des normes d'essai, etc. Il y a du travail à faire là-dedans et surtout, ne pas sombrer, je dirais, dans la paresse intellectuelle et se dire que les normes ne concernent que les ingénieurs ou les techniciens ou dans la mécanique, non, dans le bâtiment, etc. C'est extrêmement important et maintenant on est content. Hein. Il y a quelques années de ça, sur les sacs de ciment, la norme de référence n'existait pas. Aujourd'hui, le sac en lui-même est normalisé et le ciment, on retrouve la référence et la norme de référence, c'est le ciment TAN. D'accord? Alors, par rapport à tout ça, c'est que c'est normal. Il y a, par rapport à l'Algérie, d'accord, nous avons un institut, on va en parler tout à l'heure, qui élabore. Alors, donc, il y a des comités techniques, etc., qui travaillent, et tout le monde est libre, hein, et vous pouvez travailler là-dessus, c'est-à-dire en commun dans les groupes techniques spécialisés, ou les comités techniques, pardon, l'Institut de normalisation pour élaborer ces normes. Il y a effectivement des déficits, etc. Mais la norme, son objectif, ce n'est pas pour un cours sur les normes ou la haja, ça nous permet de définir le produit, ça nous permet de définir ses domaines d'utilisation, ça nous permet d'avoir les essais de vérification et de contrôle, etc. qu'on doit avoir, ça nous permet de définir les conditions d'usage, les conditions de livraison, de stockage, etc. Ce n'est pas rien du tout, c'est quand même important. Aujourd'hui, la norme, bien sûr, et on ne peut pas vivre sans, elle touche l'ensemble des domaines, y compris le domaine de la construction. Nous sommes tenus de les utiliser, ces normes-là, et ces normes, vous le savez très bien, il y a des normes nationales, c'est la norme nationale, c'est la norme NA, il y a des normes régionales, quand on voit l'Europe par exemple, c'est la norme européenne, d'accord? Et bien sûr, il y a des normes internationales, c'est la norme ISO, et la norme ISO, l'Algérie étant membre de l'ISO, donc toutes les normes ISO sont de fait aussi des normes algériennes. Et dans les cahiers des charges, parce que j'insiste là-dessus, c'est là où ça fait mal. Par rapport au cahier des charges, il doit toujours y avoir un article où on met un ordre de préséance. Un ordre de préséance, j'utilise une norme anglaise, je dis une norme canadienne, la c'est une norme suédoise. Mais qui a raison, si la norme algérienne n'existe pas? Donc, on doit mettre les normes algériennes, les normes ISO, il y a un ordre de préséance qui doit être visible et d'une manière très nette dans nos cahiers de charges, sinon nous mettons en danger les intérêts du maître d'ouvrage, c'est-à-dire les gens qui nous ont fait confiance pour les assister dans la réalisation de leur projet. Ça, c'est important et je n'insisterai jamais là-dessus. Alors, donc ces normes-là, il y a je dirais des symboles, un étiquetage qui se donne. Vous les connaissez très bien. Donc, ISO à gauche, la norme allemande, ASTM américaine, etc. Et puis j'arriverai à une autre là, qui est quand même, je ne sais pas où c'est qu'il faut appuyer. Là, par exemple, on parle toujours des produits chinois. Les produits chinois, c'est n'importe quoi, etc. Oui. Trouver des produits chinois
où vous avez ce label-là, ça veut dire quoi? Ça a été certifié par l'organisme de normalisation chinois. Le produit ne peut être qu'excellent. D'accord? Donc, vous le voyez, les 3 C là, puisqu'il y a les Chinois, on dit toujours qu'il y a le vrai. Non, si le produit est effectivement, si le produit est de qualité, eh bien, vous allez trouver. Alors, bon, le reste, c'est des British Standard, Allemagne, etc. Bon, on continue quand même, parce que le temps qui m'est imparti n'est pas. Il est bien sûr limité. Donc, tout ça, c'est une question de normalisation, c'est pas pour s'étaler là-dessus, mais aujourd'hui, avec l'ouverture des frontières, avec l'extension du commerce, ce n'est plus là, ça devient de plus en plus nécessaire de travailler avec. Alors, par rapport à la normalisation, il y a des lois, ce n'est pas la peine de les citer tous, il y a un cadre juridique qui est suffisant aujourd'hui pour pouvoir travailler avec, mais ce qu'il y a, ça c'est vrai, c'est une petite, je dirais pas critique, c'est pour dire qu'il y a encore du travail à faire, c'est que malheureusement, les normes de spécification, le ratio aux normes de spécification est très faible, il y a beaucoup plus de normes d'essai. Bon, là c'est du travail qu'il faut faire et j'espère qu'avec les amis de l'IANOR, on ira encore un peu plus loin. Donc voilà par exemple, un exemple c'est le catalogue des normes algériennes, l'IANOR, et puis on se retrouve, bon, par exemple les normes sur les ciments pour travaux en milieu agressif, donc vous voyez, il y a le numéro de la norme, il y a la norme à partir de laquelle on s'était inspiré, le mot m'a échappé, pour l'évaluation de conformité, autre chose. En fait, c'est tout un catalogue de normes algériennes, pour certaines qui sont dépassées, pour certaines qui sont toujours d'actualité, parce qu'il y a un problème aussi réel, où je voudrais attirer votre attention, c'est que nous avons arrimé notre système normatif sur la France. C'est normal, depuis le CCAG qui date de 1964, mais aujourd'hui, il y a certaines normes françaises en France. Ça y est, c'est la norme européenne, ou même accroché parfois à la norme française, qui elle-même est dépassée. Donc là, il y a du travail à faire. Ce n'est pas toujours évident. Ici, autre chose, c'est juste pour information. Par exemple, dans le domaine des façades, les rideaux et tout, nous avons des normes ISO, des normes européennes, etc. Le deuxième élément, c'est la réglementation technique. La réglementation technique, alors, on continue dans nos cahiers des charges et j'interpelle, je me permets d'utiliser le mot, nos amis prescripteurs et les maîtres d'ouvrage pour qu'ils soient vigilants. Mais on a fait les cahiers de charges DTU, documents techniques unifiés. Le DTU, c'est la réglementation française. Il y a un soubassement juridique dans le journal officiel français. S'il y a un contentieux, vous allez voir un juge algérien, et puis vous allez lui dire, le référentiel taxe code, c'est le journal officiel français. Vous comprenez très bien qu'il y a quelque chose qui cloche. D'accord? Donc là, en Algérie, il y a le DTR, le document technique réglementaire. Bon, dans le cas où le DTR n'existe pas, il suffit de mettre dans le cahier de charge, en absence d'un règlement en la matière, on utilisera ceci, cela. Ça devient une sorte de convention, et le cadre juridique ou le cadre de l'école après, c'est le cahier de charge qu'on aura, ou le marché qu'on aura signé. D'accord? Alors cette réglementation technique, je vais essayer d'aller vite, elle est à 4 niveaux. Les 4 niveaux ne sont pas hiérarchiques. Les 4 niveaux que vous avez là, ce sont des niveaux, je dirais, beaucoup plus opérationnels, si l'on veut dire. Alors, le premier niveau, ce sont les textes, d'accord? Le premier niveau, ce sont les textes qui sont, on les appelle, d'ordre supérieur. Ce sont les lois, ce sont les codes, ce sont... Alors, par exemple, ça peut être la loi sur l'urbanisme, ça peut être la loi sur la maîtrise de l'énergie. Et les lois, par définition, qu'est-ce qu'elles donnent? Elles ne donnent pas les outils, elles fixent les cadres. Et par rapport à la construction, les 3 éléments essentiels que fixe la loi, il faut préserver, bien sûr, la sécurité des gens, il faut préserver leur santé, et il faut préserver leur confort. La santé, la sécurité, la santé, le confort. Mais comment? Ce n'est pas à la loi de le donner. Donc qu'est-ce qu'il y a? Demain, on se retrouve, bon, on peut y aller, hein. Demain, on se retrouve, bon, là, c'est ce que je viens de dire, hein, c'est pas...
Et qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? Donc, les documents de niveau 1, ils vont nous fixer des objectifs. Nous devons assurer un exemple, la sécurité des gens. D'accord, c'est bon, on va prendre cet exemple. On avance. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Il se passe après, les documents de niveau 2, ça va être quoi faire un projet? Ça va être la phase de conception. C'est ça le travail des concepteurs. Donc, il y a le travail de conception, et avec le travail de conception, ce sont les calculs. Donc, là, le niveau 2, ce sont tous les documents de conception et de calcul. Donc, ce sont des DTR, d'accord? Et le DTR, on va voir ça après, il y a un code avec un DTR. Donc, avec un code, c'est, par exemple, le RPA, le règlement parasismique, qui est destiné, à mon sens, à 70% aux architectes d'abord, et à 30% aux ingénieurs, c'est ce qui a vérifié, mais il y a beaucoup de conceptions dans le RPA. Donc, voilà un exemple que vous connaissez très bien. C'est un DTR de niveau 2, c'est pour les conceptions et calculs, pour les bétons, pour les charpentes métalliques, pour les gévons, etc. Donc, ce sont tous les documents de niveau 2. Les documents de niveau 3, d'accord? Les documents de niveau 3, on a conçu, on a calculé. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous manque? Il faut réaliser. C'est la mise en œuvre. Donc, ce sont des DTR qui vont nous donner tout, ce sont des guides de bonne pratique, c'est-à-dire comment faire des codes, comment faire pour bien réaliser les conditions d'utilisation ou le hala. Alors, en ce moment-là, on va retrouver aussi toute une flopée. C'est le DTR, j'ai cité le E 4.1, t'as l'étanchéité, c'est le revêtement de sol, c'est tout ce que vous voulez, menuiserie, plomberie. Comment faire? Ces règlements, je n'arrive pas à concevoir que des architectes ou des ingénieurs n'aient pas toute la collection. C'est nécessaire, ce sont des outils de travail, y compris sur le chantier. Parce que c'est le référentiel, avec c'est important et c'est la réglementation algérienne. Ensuite, nous avons les documents de niveau 4. Les documents de niveau 4, oui, l'architecture de la réglementation algérienne a donné ça. Bon, j'en avais parlé tout à l'heure. Ce sont quoi? Ce sont des matériaux. Pour construire, il nous faut des matériaux. Est-ce que ces matériaux sont bons? Est-ce qu'ils sont mauvais? Comment les utiliser? Comment les contrôler, leur qualité et tout? Et là, ce sont les normes. D'accord? Donc, vous voyez que l'enchaînement est très logique. Niveau 1, loi décret qui fixe des objectifs de sécurité, de confort, etc. et de santé. Le niveau 2, conception et calcul. Niveau 3, c'est la mise en œuvre. Et niveau 4, c'est le matériau. Donc là, pour parler architecture, toute l'architecture du système est là. Et il n'y a pas de faille en principe pour pouvoir faire du bon travail. Donc à chaque fois, il faut donner la khurtana, ce référentiel et le citer et ne plus utiliser les règles de la Rajma, qui est là, à chaque fois où il y a un problème, c'est la faute au bureau d'études, jamais là. Donc il y a une nomenclature, là je vais aller très vite. Donc cette nomenclature, qu'est-ce qu'elle dit? Elle donne, quand vous voyez un document, je ne sais pas, j'aurais aimé qu'il y ait une exposition de documents comme ça. Donc, le code, par exemple, DTR, C numéro quelque chose, le RPA, regardez bien, vous allez voir le C de conception et calcul. D'accord? Vous prenez la deuxième famille, c'est le E, c'est pour l'exécution. Donc, c'est qui m'a DTR, étanchéité, je disais revêtement de sol, travaux de béton, le E 2.1 pour le béton, etc. Et M pour les normes. Bon, il n'y a pas de M, c'est le système de normalisation comme il fonctionne actuellement. Donc, ce qu'il y a là, ce n'est pas pour dire à quoi sert la réglementation, etc. Mais le problème qui se pose d'une manière importante, c'est qu'aujourd'hui, sur les 120 à peu près DTR qui sont programmés, il y a une soixantaine ou une cinquantaine de durées. L'essentiel dans la construction courante existe. Vous ne pouvez pas dire qu'elle n'a caché la réglementation. Non. Maintenant, on va voir après pour les produits ou là pour des techniques qui sont autres. D'accord? Alors, pardon, il manquait quelque chose. C'est que si l'IANOR, l'Institut algérien de normalisation, élabore les normes, par rapport au DTR, c'est le ministère de l'Habitat, bien sûr, qui a missionné deux de ces outils qui sont le Centre du génie parasismique, que vous connaissez très bien, et le CNERIB, le Centre de recherche intégrée du bâtiment, qui, eux, donc, font ce travail-là, et ils le font, bien sûr,
pour le compte du ministère de l'Habitat. D'accord? Alors, ensuite, vous pouvez me poser la question, la qualité du produit. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est que cette certification du produit et de la qualité de ces produits-là, comme je le disais avant, il y a une question de certification de qualité. Cette certification, le mot certification, on le retrouve, certification ISO, certification système, et comme il y a aussi des certifications d'aptitude à l'emploi d'un matériau bien précis. Alors, la question a été soulevée tout à l'heure. Le problème qui se pose est un problème de référentiel. Alors, en ce moment-là, mais pour pouvoir authentifier la qualité d'un produit ou la haja, il nous faut un papier. Ce papier, il peut avoir plusieurs formes. Ça peut être une attestation, ça peut être un certificat, ça peut être autre chose. Ça dépend, un procès verbal d'essai peut suffire largement. Mais qu'est-ce qu'on veut authentifier? Est-ce qu'on veut authentifier l'origine? Est-ce qu'on veut authentifier la qualité? Quel niveau de qualité? Etc. Est-ce que c'est des performances ou la haja wahda? Donc tout ça, c'est du travail qui doit être fait. Il faut qu'on soit très vigilant là-dessus et non pas se dire j'ai une fiche technique et la fiche technique me suffit. Non, la fiche technique c'est le fabricant. Il faut vérifier ce qui a été annoncé par le fabricant. Si on ne le vérifie pas, ça ne vaut pour rien. Ceux qui fabriquent d'ailleurs, oui, on fait confiance. Faire confiance c'est bien, contrôler c'est mieux. Ça ce n'est pas de moi, ça a toujours été dit. D'accord? Donc le référentiel c'est quoi? Ça peut être, le référentiel, ça peut être quoi? Ça peut être des normes, et bien sûr, des normes qui sont en vigueur. Le référentiel, ça peut être des détails. Le référentiel, ça peut être des avis techniques et agréments techniques, on va y revenir. Ça peut être des règles professionnelles. Les règles professionnelles, vous prenez le cas de la Suisse, SIA, c'est quoi? C'est un syndicat d'ingénieurs et d'architectes réunis qui mettent en place leurs propres outils pour pouvoir travailler et avancer. Où est le mal? C'est tout à fait technique, ce n'est pas dans le sens syndicat revendicatif du terme, mais revendicatif, mais sur le plan technique. La nuance est de taille. D'accord? Alors, donc tout ça, il y a ces documents d'authentification nous rassurent, nous, en tant que prescripteurs, pour pouvoir prescrire ça à un maître d'ouvrage. Ça rassure le maître d'ouvrage que les produits qu'il utilise sont bons et ça rassure bien sûr le fabricant, le fournisseur, que le produit qu'il vend est un produit de qualité ou ils. Ça c'est important. Alors, la complexité, je le disais tout à l'heure, c'est que nous avons en Algérie, oui, il y a des produits nationaux donc qu'on a fabriqués en Algérie et les fabriques, et il y a des produits importés. Mais les produits, qu'ils soient fabriqués en Algérie ou importés, il y a des produits qui sont normalisés et d'autres qui ne sont pas normalisés. D'accord? Pour les produits normalisés, le référentiel existe. Il s'appelle la norme. Et quand le produit n'est pas normalisé, qui fait dire? D'accord? C'est là où il y a ce qu'on appelle la certification d'aptitude à l'emploi, ce qu'on appelle l'avis technique qui est délivré par le CNRIP, etc. Sinon, il y a la certification de conformité, et ça, c'est un acquis. La certification de conformité en normes, avec le label Touch, j'ai vu l'exposition de JICA, c'est pas pour critiquer, mais le fait de ne pas mentionner quelque part qu'il y a le ciment de Touta, c'est bien ça, M. Daoudi, c'est Touta, qui est certifié, qui a le label Touch. Le label Touch, ça veut dire que, d'accord, tout le processus est contrôlé, donc l'autocontrôle, contrôle les bras, contrôle inopiné. Nous avons un produit de grande qualité. Et puis il y a d'autres, je dirais, qui sont encore là-dessus. Pour atteindre ce niveau de performance, nous avons des robinets BCR avec le label TAG, des produits hydrauliques, etc. C'est un travail qu'il faut faire. Il est volontariste, et là, ce n'est pas obligatoire, mais il faut y aller. Ça, c'est alama ta'al jouda ta'al sah. D'accord? Le label TAG. Alors, ce label Touch, d'accord, c'est une étiquette, donc il y a un diplôme qui est donné, et le label Hawlek, c'est celui-là, donc c'est le label Touch, Tajin, Tris Jazairi, le produit est certifié Touch, et vous avez l'habitude de voir ça.
certains produits français ou la haja, pour parler français, c'est les produits les plus proches. On retrouve chaque fois une estampille sur des produits de qualité que tout fait NF. D'accord? C'est ça. Ça veut dire que vous pouvez acheter le même produit, hein, identique. Tu vas au Barbès, tu as 1 euro, mais là, tu as 50 euros. Mais ce n'est pas le même produit. Les joints de système robinet, les joints ne sont pas les mêmes, les matières, etc. Donc ça, c'est quand même important. Et c'est là qui pour nous, et on doit y aller de manière très sûre. Les labels étrangers. Ensuite, nous avons plein de choses. CECAL. Alors, il fait un cahier de charge, le produit doit être conforme au truc CECAL, doit être EcoCert, etc. Mais tout ça. Quel est le sous-bassement juridique de ce label? En quoi? C'est un label, parfois c'est un lobby de fabricants qui peuvent se mettre en commun pour créer un label. D'accord? Ils créent un label. Attention, je ne jette pas la pierre à tout le monde. Mais c'est juste pour dire qu'il y a du bon et il y a du moins bon. Pour ne pas dire du très mauvais. D'accord? Donc ça c'est important. Il faut faire attention. Dans les cahiers de charge, il y a des labels. Quand vous avez un CSTB BAT, oui, il y a du positif à l'intérieur. Il y a du très bon même. D'accord? Mais il y a certains labels qui ne veulent absolument rien dire. Donc, pour les cahiers de charge, il faut être très très strict là-dessus et très vigilant. Algérie. Oui, il y a un nouveau label qui vient d'être créé. Le label Origine Algérie Garantie, oui, c'est un label d'origine. Ça ne veut pas dire que c'est un label de qualité. Est-ce que parce que je le dis, il n'y a aucun souci là-dessus, hein, même dans des vrais de médias. Est-ce que parce que le produit est algérien qu'il est bon? Je suis désolé. Dans les produits algériens, il y a du bon, c'est public, je le dis, j'assume. Il y a du bon, il y a du très très mauvais. D'accord? Mais fabriqué en Algérie, oui. Est-ce que ça peut nous suffire? Non. J'aimerais bien qu'avec ce label, qu'il y ait aussi Touch à côté, ou un autre label de qualité qui accompagne par rapport à ces produits. Donc pour donner un exemple comme ça, actuellement, je ne cite pas de marque, je ne suis ni actionnaire ni wallou. C'est le technicien qui parle. Nous avons certains voûtins ou la ourdi en polystyrène. Cet ourdi-là n'a ni avis technique, ni rien du tout. Et ça se vend, etc. Ni sur le plan sécurité, ni comportement au feu. Oui, tout de suite. D'accord. Alors, ensuite, vous avez un autre produit. Par exemple, entre les deux, le choix est vite fait. D'accord? L'un a un avis technique, c'est-à-dire que sur le plan de performance, résistance, performance thermique, comportement au feu, tout ça a été clarifié. Tout est prouvé, vérifié, etc. Et l'autre, non. L'autre, j'ai un catalogue où il est écrit, mon produit, il est bon, il fait ceci, il fait ça. La nuance est de taille. Là, c'est pour nos amis, l'agrément. Et je finis avec ça, Monsieur le Président. L'agrément, alors, je vais vous annoncer quelque chose si vous ne le savez pas. Les produits ont agrément, ah oui, il n'y a jamais eu d'agrément délivré en Algérie pour un produit quelconque. Jamais de la vie. L'agrément n'existe pas. Du moins, il a existé. L'existence était très courte, c'est-à-dire qu'il y avait un comité à l'époque, c'était le comité IEDI, et il y a un de ses membres qui est là, c'est M. Ayadi, il va communiquer tout à l'heure, les dinosaures. Le comité IEDI, ensuite, qui j'ose gagner la vie technique, comité IEDI et le ministère de l'Habitat donnaient l'agrément. Mais comme les comités IEDI ont été dissous, donc la chaîne n'a jamais fonctionné jusqu'au bout, le processus. Donc il n'y a jamais eu d'agrément. Les documents produits à un agrément, il n'y a pas d'agrément. Non. Aujourd'hui, il y a l'avis technique, il y a la norme. Et il y a le DTR, point. Au-delà de tout ça, homologation, etc., je vous dis tout simplement que ce sont des choses qui n'existent pas. Il n'y a pas. Dans la pratique, jusqu'à maintenant, aucun agrément ministériel n'a été délivré. Et pas depuis, je dirais, la fin des comités IED. Voilà, et je vous remercie.